Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis, bienvenue au marché. Je sais qu'à vous tous, le confinement et le couvre-feu pèsent énormément. Je crois que le plus difficile, c'est souvent cette privation de liberté, de réunion dans les lieux publics, restaurants, cafés en tête, mais aussi la liberté fondamentale de déplacement, celle de tracer la route, droit devant, liberté dont on est privé, tous autant que nous sommes. Eh ben, savez-vous que certains ont choisi de se confiner, et bien plus que nous, à 6 personnes pendant 6 mois dans 400 mètres cubes? Oui, parce que là où ils vont, le volume est plus important que la surface au sol. Je veux parler des astronautes sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale. ISS parce que c'est en anglais, International Space Station. Et parmi les passagers du prochain voyage qui décollera jeudi prochain, le 22 avril, normalement, si tout va bien, depuis Cap Canaveral en Floride, il y en a un que vous connaissez bien, le Français Thomas Pesquet. Et Thomas, qui est commandant de bord, rien que ça, de la mission Alpha, ayant peur de trouver le temps un petit peu long, a souhaité emporter dans ses bagages un peu de la France, à travers ce qu'elle fait de mieux, en dehors de la haute technologie spatiale. Vous voyez de quoi je veux parler? Allez, on découvre ça ensemble. Ce matin, on fait le marché dans les étoiles. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Vous avez deviné qu'il s'agit de la bonne cuisine française, car lorsqu'on est confiné, eh oui, on a besoin, quelles que soient les conditions, de se remonter le moral avec de la bonne bouffe. Alors pour en parler, dans un instant, je reçois François Adamski, chef de Servair, société de catering aérien bien connue. Bonjour François. Bonjour Vincent. Merci d'être là ce matin, un dimanche. Ah bah oui, pourtant normalement, il prépare le déjeuner à cette heure-là déjà. Exactement, on a fait le marché, mais il n'y a pas de problème. Alors François, c'est vous qui avez développé ces bons petits plats de l'espace pour Thomas. Absolument. Très intéressant. Ah oui, très intéressant. Ça va être le highlight de notre émission ce matin. Et en face de vous, je reçois Boris Éloi également, qui est le directeur général adjoint de Servair. Bonjour Boris Éloi. Merci d'être là avec François et nous. Avant de parler cuisine de l'espace avec François Adamski, comme on l'a compris, parce que moi ça m'intrigue ce qu'il y a dans ses poches, parce qu'il m'a apporté les poches officielles qui vont monter sur la Station Spatiale Internationale. Eh bien, j'aimerais avoir des nouvelles de Servair, justement, de votre société, Boris Éloi. Comment va Servair depuis 1 an et cette année? Pas génial. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup moins d'avions dans le ciel en ce moment? Non, donc, effectivement. Voilà. Donc, ça va faire 1 an. On tient toujours le coup, mais ça fait 1 an que nous avons toujours une baisse d'activité de l'ordre de 80%. Eh oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais nous résistons. Merci d'abord à l'État qui a compris nos problématiques, bien sûr, qui nous aide par tout ce qu'ils peuvent faire, les prêts garantis par l'État, les reports de charges, même l'activité partielle. Je remercie aussi les salariés de Servair, parce qu'on a passé un certain nombre d'accords avec les salariés pour réduire le salaire. On a fait aussi des plans de départ volontaires, parce que on serre les dents, on tient bon, on sait très bien que ça va repartir, pas aussi vite que nous le souhaitions. Bien sûr. On espérait une reprise cet été. Or, les derniers programmes que nous avons reçus nous font espérer qu'on sera à 50% de l'activité de 2019, alors qu'on aurait voulu 60-70%. Bien sûr, le plus possible. Et ça, c'est le programme des compagnies aériennes. Il y a encore des grandes inconnues. C'est que vont faire les voyageurs? Que vont faire les touristes? Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller dans des zones? Est-ce qu'on va les laisser bouger aussi? C'est pour ça que nous, vous savez, on est plutôt favorable à un pass sanitaire, quoi que les gens puissent en dire. Regardez, quand vous allez en Afrique, personne ne râle en se faisant vacciner fièvre jaune. La fièvre jaune, bien voilà. sûr. Donc, ça fait partie des habitudes et c'est normal. Et ça serait bien normal. Mais aujourd'hui, les vols sur le Brésil sont tous annulés. 21 longs courriers au départ de Paris. Oui, depuis cette semaine, effectivement. Depuis cette semaine. Les compagnies chinoises ne reviennent pas. On a un vol d'une compagnie chinoise bien connue par semaine, alors que c'était 1-2 vols par jour. Donc, on est toujours dans ce marasme. Et voilà. Et on se bat, quoi. Et on se bat. Alors, Boris Éloi, qu'est-ce que c'est le métier de catering aérien?
c'est faire la cuisine pour tout ce qui monte à bord, c'est ça? Oui, exactement. Le catering aérien, un terme barbare. En fait, nous sommes les traiteurs de l'avion. Les traiteurs du ciel. Les traiteurs du ciel, exactement. Et François a été même l'un des fondateurs de notre association Les Tocs du Ciel. Parce que c'est tout un art, faire la cuisine, qui a commencé il y a très longtemps avec les cuisiniers des grands palaces, puisque les premiers voyageurs dans l'avion étaient des gens qui venaient de palaces comme le Ritz, et donc demandaient aux cuisiniers de leur faire un petit panier en osier qu'ils emmenaient avec eux dans l'avion. C'était le pique-nique, quoi. On partait en pique-nique, mais en avion. On partait en pique-nique. Et donc, nous avons voulu garder cette tradition parce que n'oublions pas que la restauration à bord est aussi un moment de détente pour lutter contre le stress dans un environnement qui n'est pas notre environnement familier. Et tout le savoir-faire, c'est de pouvoir faire de la restauration en différé. Contrairement à un restaurant, et ça c'était la grande découverte que l'on a avec le chef, dans le restaurant, vous cuisinez, vous servez tout de suite à table. Absolument. Nous, on cuisine le plus tard possible pour garder la fraîcheur. Mais après, il y a tout ce que l'on appelle la chaîne du froid, parce qu'il faut quand même garantir la sécurité alimentaire, parce qu'une petite intoxication alimentaire en l'air a un peu plus de même à terre, c'est pas génial, mais en l'air, c'est sûr, quand on est confiné, pendant le temps du voyage, c'est compliqué. Voilà. Et puis, imaginez si c'est le plateau du pilote. Hein. Donc... Oh là là. Alors là, ça rue dans les brancards. Voilà. C'est pour ça que pilote et copilote n'ont pas le même plateau. Ah oui, jamais pour pas risquer de s'intoxiquer. Voilà. Ah voilà, ça c'est une règle de sécurité que je ne connaissais pas. Exactement. Donc le copilote et le pilote, ils lorgnent dans l'assiette du voisin en disant parfois « Ah bah dis donc, c'est mieux ce que t'as toi aujourd'hui. » Non, parce que c'est très bien les deux. Alors, dites-moi Boris Éloi, on sait que Servair, je dirais historiquement, est très lié à Air France, Air France KLM. Bon, on va faire simple, hein. Air France KLM, 3,5 milliards de pertes en 2020, 2 milliards prévus si tout va bien avec l'été qui arrive, effectivement, pour cette année, 2 milliards de pertes également. Donc j'imagine que l'activité de Servair est très impactée. Ça représente combien de votre activité Air France aujourd'hui ? Air France représente une part importante dans la mesure où la base d'Air France, c'est Roissy, et que la base de Servair, c'est Roissy. Donc à partir du moment où vous avez une compagnie sur son port d'attache, vous avez tous les vols départ de cette compagnie-là. Donc bien sûr... c'est un client important, mais nous servons quasiment tous les clients au départ de Roissy, et nous sommes présents sur d'autres escales, notamment en Afrique. Donc vous voyez, nous servons presque 200 compagnies aériennes. Oui, j'allais dire, en plus, on vient de retirer à Air France beaucoup des courts courriers internes à la France. Vous, ça vous touche moins, ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de cuisine à bord quand on voyage 1 heure. Hein. Alors, notre métier aussi, vous l'avez dit, c'est la cuisine, bien naturellement, c'est aussi la logistique, ce qu'on appelle l'avitaillement de l'avion. Donc oui, et puis nous nettoyons aussi les avions. Donc le nettoyage fait aussi partie de... en fait, donc moins d'avions en l'air, même en France, ça vous impacte aussi ? Bien sûr. Ah oui. En fait, vous prenez de tous les côtés. Vous prenez cher, comment dire, de tous les côtés. Voilà. Oui, c'est ça. La bonne chair prend cher. Voilà. François, vous, votre travail comme chef de Servair, c'est évidemment de concevoir tout ce qui monte à bord et qui se consomme. En tout cas tout ce qui est préparé, pas évidemment ce qu'on achète et simplement ce qu'on appelle le picking, les crackers, etc. C'est pas votre truc, mais en revanche, depuis la première classe, là où il y a vraiment de la cuisine de chef, d'ailleurs il y a toujours des chefs chez Servair et à bord d'Air France, jusqu'à, je dirais, le pique-nique plus simple de l'éco, vous êtes à la manœuvre. Alors, en tant que corporate chef, je suis garant de la qualité culinaire, principalement pour la business et la première. Après, on va y revenir. Après, sur l'éco, on a un regard, une dégustation des cassolettes qui ne sont pas fabriquées en unité réellement, mais on a une dégustation. C'est-à-dire que vous achetez des cassolettes, mais vous les goûtez avant, c'est ça ? Absolument. Pour faire simple, voilà, à d'autres traiteurs. Vous sous-traitez aux traiteurs. C'est presque ça. Voilà. Enfin bon, il y a des semi-fabrications. Oui, Boris. Mais les traiteurs que nous sélectionnons, qui ont l'habitude de faire des grandes séries, puisqu'en fait on peut en retrouver parfois dans le commerce, ce sont des gens qui partagent nos valeurs.
Ce sont des gens qui, eux aussi, ont des équipes de développement, qui, eux aussi, ont des chefs. Et vous savez, Joël Robuchon, avec qui nous avons fondé le studio culinaire Cervère, nous disait « Allez travailler avec telle marque, parce que même moi, je prête mon nom, parce qu'ils ont les mêmes valeurs de cuisine que vous et que les miennes. » Donc, vous voyez, c'est important. Donc, on travaille avec eux. On sait dans le monde que Cervère a une exigence, effectivement, culinaire qui est très, très haute. D'ailleurs, vous le disiez, vous êtes le traiteur du ciel. Il était bien naturel que le ciel monte jusqu'aux étoiles. On va comprendre ça dans le quart d'heure qui vient. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on va monter dans les étoiles. Autour de cette table, je reçois ce matin François Adamski, l'exécutif chef de Cervère, traiteur aérien, et son directeur général adjoint en charge notamment du marketing et de l'innovation, et même de la recherche de nouveaux marchés. C'est Boris Éloi qui est avec nous. On parlait un peu des déboires, il faut bien le dire, hein, de Cervère, mais du catering aérien en général, à la suite des compagnies aériennes qui souffrent énormément, vous le savez. Et on serait bien content de savoir que vous allez voyager quand les vols vont reprendre. Enfin, tous ceux qui sont là dans ce studio me suivent dans cette idée. Voilà, je voudrais qu'on parle de ciel, de catering du ciel, comme on le disait pour Cervère, puisque François Adamski, eh bien, il a eu la charge de développer pour la Station spatiale internationale et à la demande de Thomas Pesquet, qui va être le commandant de bord, je le disais, qui va démarrer la mission Alpha dans 3 jours, là, jeudi 22, décollage de Cap Canaveral en Floride. Alors François, comment ça a commencé? Qui a eu l'idée? Comment vous êtes retrouvé à cuisiner pour la station spatiale? Alors en fait, Thomas, qui est un ancien pilote d'Air France, a fait la demande auprès de Cervère. Et comme lui tout seul? Comme ça, il s'est dit, Absolument. je me souviens que quand j'étais en cabine, voilà, dans mon cockpit, là, dans mon poste, je mangeais bien. C'est exactement ça, absolument. Il avait de bons souvenirs, de très bons plats qui lui étaient préparés. Et donc, il a demandé à Cervère. Et il se trouve que il a redoublé de confiance en sachant que j'étais là, parce qu'on se connaît déjà depuis quelques années avec Thomas. Et on avait échangé, on avait fait déjà deux, trois petites choses ensemble. Et là, ça a redoublé sa confiance. Donc, et puis là, il est commandant de bord, comme à l'époque à Air en France. plus, absolument. Commandant de bord de ce vol. Ça, c'est pour incroyable. SpaceX et la NASA. C'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, il démarre, enfin là, il va décoller des États-Unis. Donc, dans son dernier vol, il était cosmonaute. Là, il est astronaute maintenant. Oui, c'est ça. Et il est même gastronome, en fait. Gastronaute? Eh oui, gastronaute. Ah bon, on peut dire absolument. ça? Eh oui. C'est-à-dire, parce que le naute, ça, dans le suffixe naute, ça veut dire voyageur. Alors, c'est voyageur du cosmos, voyageur des astres. Mais là, il est voyageur de la gastronomie. Vous le prenez comme ambassadeur, en fait. Eh bien voilà, on a décidé avec Boris d'imaginer ce terme gastronaute. En fait, Thomas est vraiment un gastronome. Il adore la cuisine, il aime bien manger. Il est très intéressant à écouter parler des produits, des plats qu'il a déjà dégustés. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a travaillé les plats que l'on lui a fait, parce que je lui avais demandé quels étaient ses produits préférés, ses plats d'enfance, ses souvenirs d'enfance. Et donc on lui a réalisé 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. D'accord. Ensuite, il est venu donc là, on a fait tout un process de technique et technologique. Et quand on était prêt, il est venu chez Cervère pour déguster. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que vous m'avez apporté les 3 poches. Ça, c'est les 3 poches qui vont monter à bord de la Station spatiale internationale. Absolument. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a? Alors, je vais vous dire, parce que c'est marqué dessus. Beef bourguignon, c'est écrit en anglais quand même. Beautiful. Le creamy and crispy einkorn, c'est quoi ça, einkorn? C'est petit épeautre. Ah, c'est le petit... C'est un risotto d'épeautre? C'est un risotto de petit épeautre au céleri et truffonnade. Eh ben, dites donc, parce que ça tient mieux que le riz. Absolument. Parce que c'est quand même un peu surcuit, il faut bien le dire. Alors en fait, il y a tous les plats sont préparés vraiment de manière traditionnelle. D'accord. Et ensuite,
et on les retaille parce que les exigences qui étaient demandées étaient d'avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant, de façon à ce que, quand il est là-haut, il n'y ait pas de sauce un peu liquide, il n'y ait pas de choses qui se détachent comme de la semoule ou autre. Donc là, il fallait quelque chose de assez consistant. Donc le risotto, en l'occurrence, est consistant. Donc on fabrique de manière traditionnelle et classique, et ensuite on recoupe en petits morceaux, on finit avec la sauce, avec les éléments comme là la garniture, par exemple petits oignons, lardons et champignons. Et après, on met en poche ces poches qui sont une nouvelle technologie très intéressante. Voilà. Donc en fait, c'est du sous-vide et ensuite c'est stérilisé. Donc oui, effectivement, comme vous le disiez, plus de 100 degrés pendant plus d'une heure en tout cas, 2 heures. À peu près ça. On ne va pas tout dévoiler parce que c'est vraiment une technologie. Il y a du brevet là-dessous. Absolument. Et donc, le riz aurait été complètement écrasé. Là, le petit épeautre, on retrouve vraiment le croquant, on retrouve le fondant du céleri, le goût de la truffe, la liaison intéressante qui est là. Après, sur le bœuf bourguignon, on a fait le bœuf classique, on l'a coupé en petits morceaux, liés, comme j'ai expliqué, avec la sauce et la garniture. Oui, il y a un roux quand même, c'est lié à la farine, la sauce du bourguignon. Il y a un produit particulier. Une sorte de gélifiant, on peut dire. On peut dire ça, texturant. Un stabilisant. Stabilisant, c'est de l'algue? Non. Non, c'est de la gélatine. Oui, parce que regardez, quand je regarde dedans, il n'y a pas la liste des ingrédients comme sur mon bœuf bourguignon en conserve. Non. Toujours est-il que... C'est secret, ça? Oui, c'est un secret. Oui, c'est une technologie qu'on a développée, qu'on a travaillée pendant plusieurs mois. Donc, c'est quand même assez intéressant et important pour nous. Et alors, une poche fait 115 grammes. C'est ça. Enfin, poids net. Oui. On est d'accord du bourguignon, parce que je lis derrière. 115 grammes. Il y a 1,31 grammes de sel. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas très salé. Non, alors justement ça faisait partie... Normalement c'est autour de 10% de sel, enfin 10 grammes de sel, non pardon c'est 1%, non c'est vrai en définitive c'est à peu près ça, c'est 10 grammes de sel au kilo. Ouais, on est un tout petit peu en dessous parce que justement ça faisait partie des contraintes assez importantes de faire très attention d'une au sel, de deux bien sûr à l'alcool. Donc là, tout l'alcool qu'il y a, le vin, et on va parler de la crêpe Suzette après, donc le Grand Marnier. Ah oui, il y a une crêpe Suzette, incroyable. Oui. Oui. Et donc ça, plus d'alcool, plus de présence d'alcool, donc c'est évaporé, réduit. Ah ouais, c'est très orange et pas très Grand Marnier ou mandarine impériale. On a le goût, mais il faut surtout pas la présence de l'alcool. Pas d'alcool. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre et l'évaporer complètement? C'est ça. Ah, absolument. Voilà. Comme on ferait d'ailleurs dans une cuisine où on fait réduire le vin, où tout l'alcool est parti. Le principe du bourguignon est celui-là. D'accord. Et donc là, on a la mâche de la viande. Il va avoir la texture de la viande. Moi, je le sens à travers la poche. Et puis après, les petits champignons, les petits oignons, les tout petits lardons. Excusez-moi ce que je vais vous dire, mais ces poches-là, avec la consistance, ça me fait penser un peu à ce qu'on donne à son chat, quoi. Oui, c'est des petits cubes. En mieux, parce qu'à ce moment-là, je veux bien manger la nourriture du chat. Moi, je l'ai goûté. J'ai goûté parce que je voulais savoir ce que mangeait mon chat. Ça m'intéressait. Non, mais juste... Alors, c'est pas salé du tout, pour le coup, mais bon, c'est supportable, on s'empoisonne pas. Alors, Boris Éloi, vous qui êtes en charge de l'innovation chez Cervère, là, vous devez jubiler, en fait. Parce que ça, c'est de l'innovation pure. Oui. Mais il y avait des contraintes. L'innovation pure, c'est celle où vous pouvez imaginer sans contrainte. Là, je peux vous dire que la NASA et l'ESA, l'European Space Agency, enfin les Européens, nous avaient donné un cahier des charges très compliqué. Ah ouais. Deuxièmement, on ne voulait pas aller sur de la boîte de conserve un peu traditionnelle, ce qui était fait avant. Parce que Thomas nous avait expliqué que pour réchauffer, ils n'ont pas de micro-ondes là-haut, parce que l'espace est très très important. Donc ils réchauffent ça entre deux plaques. Deux plaques chaudes, comme deux chauffe-plats. Voilà. Absolument. Après, comme le dit François, pas trop liquide pour éviter les bulles. Vous savez, comme dans Tintin. Ah non, mais c'est terrifiant. Le liquide, c'est l'ennemi en apesanteur. C'est l'ennemi. Deuxièmement, pas trop de sel parce que ça joue sur le métabolisme des astronautes. Oui. Et troisièmement, c'est comment mettre un peu de France dans la poche parce que Thomas invite les autres astronautes à ce repas.
Ah bon? Et oui, alors déjà, il nous avait expliqué... C'est la table française dans la station. Voilà. Et il nous avait expliqué que la mission précédente, il avait fait le buzz, tout le monde avait adoré son repas. Là, il me dit, cette année, j'ai un peu... évidemment. Et cette année, j'ai un peu de concurrence, parce que, comme il dit, bon... Les astronautes américains, les cosmonautes russes, ça va, c'est familial, comme il dit. Il dit, mais cette année, il a un japonais, et donc il a très 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 peur de la concurrence de la cuisine japonaise. Évidemment. Un Allemand qui va essayer il va monter avec des saucisses, des bourses. Voilà, c'est ça. Et je crois, François, qu'il y a un Italien. Voilà, un Italien. Là aussi, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Et chacun, excusez-moi, mais j'avais pas compris, en fait, chacun vient avec ses poches. Exactement. Voilà. Chacun vient avec sa cuisine nationale. Sa cuisine nationale. Pour un peu épater les autres. Sa cuisine préférée. D'accord. Et Thomas... non seulement apporte sa cuisine préférée, et c'était tout l'échange qu'il a eu avec François, mais il veut aussi défendre la gastronomie française, la cuisine bistrot française. Et quand on lui a fait goûter les crêpes Suzette, mais sincèrement, Vincent, je vous invite... Qui sont un peu déstructurés. Oui, mais à peine, puisqu'il fallait garder ce côté un peu dense. Et sincèrement, moi, je ne me lasse pas, parce qu'on fait les tests de vieillissement, parce que... il fallait que ça puisse se conserver longtemps. La conservation, stérilisation, c'est 2 ans. Donc, oui, c'est ce que j'ai vu, puisque c'est de la conserve, en fait, de ce point de vue-là. François, un mot quand même. On sait que le goût change, déjà en avion. On n'a pas la même perception gustative quand on est en altitude. Donc, je suppose que au-dessus de la terre, à la hauteur de la station, c'est encore différent. Est-ce que ça veut dire que lors des tests de dégustation, il a goûté en apesanteur, Thomas Pesquet? Alors, non, il n'a pas goûté en apesanteur, mais justement, on a parlé de ça. Et pour revenir sur le sujet, effectivement, lui, son terrain de prédilection, c'était faire rayonner la gastronomie française. Donc là, quand on lui a présenté le bœuf bourguignon, évidemment, parce que le petit épaule, c'est un peu un plat créé pour lui, parce qu'il aime la truffe, le céleri. Le bœuf bourguignon, c'est vraiment l'image, et puis c'était le plat qui était le plus puissant, justement parce qu'il savait que là-haut, il fallait des saveurs un petit peu plus puissantes, vu qu'on perd un petit peu. Et après, la crêpe Suzette, là, effectivement, comme le dit Boris, ça a explosé en bouche. Oui, c'est vrai qu'on perd de la saveur. Donc nous, on ne sale pas plus, mais on réduit un peu plus, on donne de la puissance, simplement. Ou des fois, on met un petit peu plus d'épices, de façon à ce que le plat soit vraiment enrobe la bouche. Et qu'il y ait une sorte d'exhausteur de goût, pour que ça explose un petit peu plus. Surtout après 1 an de Covid, où il y a eu tellement d'amis qui ont perdu le goût et l'odorat pendant un moment. C'est un vrai sujet, puisqu'on est un petit peu, effectivement, inhibé sur le plan de l'odorat et du goût quand on est en altitude. Donc, il faut avoir des choses plus goûteuses. Et là, la crêpe Suzette, je suis bien d'accord. Et là, la crêpe Suzette, je vais en parler parce que ça me tient vraiment à cœur. Il va falloir revenir dessus après la pause, si vous le voulez bien. Vous savez quoi? Pendant la pause pub, je vais goûter. Comme ça, on en reparle tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, ce matin, on goûte la cuisine de l'espace, figurez-vous. Alors, j'ai avec moi François Adamski, le chef exécutif de Cervère, qui a prévu pour Thomas Pesquet ses rations de l'espace, ses rations de vraie cuisine française, un peu les réminiscences de l'enfance de Thomas Pesquet, puisque c'est lui qui a choisi le menu. Boris Eloi, qui est directeur général adjoint de Cervère également, chargé de l'innovation. Là, il boit du petit lait, je peux vous dire, parce que là, on est carrément dans l'innovation. Et j'ai goûté, effectivement, la ration. On en a ouvert une poche avec François. On l'a réchauffé par la pub et j'étais sur le point de goûter, pour vous dire. Voilà. Je goûte en direct. Oh, mais c'est très bon. Alors, vous savez quoi, François? Moi, ce que j'aime dans votre bœuf bourguignon, qui est quand même coupé en tout petits morceaux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça me rappelle la consistance de ce qu'on donne aux chats, vous savez, ces petits cubes dans de la sauce. Mais on retrouve le goût du lardon fumé. C'est ça. Parce que le lard fumé, c'est un marqueur du bourguignon. L'acidité du vin qui a réduit, mais là, vous garantissez en fait que, comme vous le disiez, il n'y a plus du tout d'alcool, parce que interdit de monter à bord avec de l'alcool. Plus du tout d'alcool, c'est promis. C'est bien mijoté, c'est bien lié.
Et ça va pas faire des boules qui vont se balader dans le vaisseau, dans la station en apesanteur. Ça, justement, les petits morceaux, c'est prévu pour que, quand ils prennent avec la cuillère, il ait de la sauce, un petit oignon, un petit champignon, qu'il y ait de tout. Et c'est lié à quoi alors? C'est lié à la sauce. Il ne le dira pas. Je vais fouiller pour vous, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Parce que la nouvelle recette du bourguignon de l'espace, il y a un petit truc qui diffère par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire généralement un roux. C'est-à-dire on lie avec un emploi de la farine et de l'eau et du beurre. Absolument. Je bosse sur le sujet. Puis alors, vous me disiez, François... J'avale en même temps parce que c'est pas très chouette à l'antenne. Les crêpes Suzette, ça c'est un truc absolument dingue. Ça démarre avec des crêpes? Absolument. Des vraies crêpes? Ce sont des crêpes. En fait, Thomas aime la crêpe au sucre. Et là, j'ai dit, ça c'est trop bon, parce que moi, ça me rappelle un souvenir. Quand j'étais à l'abbaye Saint-Ambrois, à Bourges, on faisait des crêpes Suzette. Quand un client disait... Vous avez été étoilé là-bas, je absolument. me souviens très bien. On vendait une crêpe, on en vendait partout. Et cette crêpe qui était imbibée de jus d'orange, de Grand Marnier, des zestes d'orange... C'est une recette et du beurre. C'est une recette mythique. Et là, on retrouve cette liaison faite avec un petit peu de je sais plus quoi. Je peux pas vous dire. Mais parce que vous liez comme avec le bourguignon? Non, un peu. Mais il y a le Grand Marnier, la crêpe qui est imbibée du jus, du beurre. C'est taillé en tout petit, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous savez, la semaine dernière, on avait Frédéric Beau, le chef de pâtissier de Valrhona, dans l'émission, qui nous parlait de la gourmandise raisonnée. Et il nous disait, en fait, on remplace le beurre, le sucre, qui sont des texturants dans la pâtisserie, par des choses, par exemple, de l'inuline, qui est de la fibre de chicorée, par exemple, du konsu, qui sont des gélifiants japonais utilisés depuis 800 ans, sauf que chez nous, on les connaît depuis 20 ans seulement. Donc, vous aussi, vous avez été chercher un peu dans la pharmacopée naturel pour donner de la texture là où il n'y en avait pas. Exactement. Le bœuf bourguignon a été aussi assaisonné par la poitrine fumée. Eh ben oui, on assaisonne par rapport à ça aussi. Et c'est très bon. Écoutez, ça mériterait de monter à bord pour un petit repas. C'est ce que j'ai proposé à Thomas. Je dis, je peux bien les flamber les crêpes. Il m'a dit, ça va pas être possible. Malheureusement. Boris Éloy, un mot quand même, avant de passer un coup de fil à un ami, comme on le fait souvent dans les émissions. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Vous qui êtes chargé des nouveaux marchés chez Cerver, en dehors de la station spatiale, où vous allez quand même pas vendre 50 poches, enfin je sais pas combien ils montent à bord d'ailleurs, combien il y en a environ des... Il en emmène un menu, je crois, en double pour chaque astronaute. Oui, parce que chacun, on le disait tout à l'heure, chacun fait goûter aux autres dans des occasions spéciales, parce que le reste du temps, c'est la bouffe de la NASA. C'est un menu festif. Le reste du temps, c'est les menus programmés par la NASA. Oui, par des diététiciens et pas des cuisiniers comme François Adamski, qui est MOF, meilleur ouvrier de France également. Donc, c'est pas le même programme tous les jours, on est bien d'accord. Oui, donc, quels sont les autres marchés que ça vous ouvre chez Cerver? Parce que si nous n'avions que l'espace comme client, je pense que ce n'est pas ça qui va sauver Cerver. Ou alors, il faudrait vendre 1 million la poche. Là, on commencerait à parler sérieusement. Non, c'était un terrain fabuleux d'expérimentation avec une visibilité très forte, mais on s'est dit, nous sommes capables de faire de la bonne cuisine avec une durée de conservation longue. Et donc, nous qui sommes très présents, par exemple, en Afrique, ou dans des zones un peu extrêmes, on se dit, mais voilà aussi... matière à faire des bons repas. Parce que là, il n'y a pas de liaison froide. Il n'y a pas de liaison froide. Tempéré, comme on dit. Il n'y a même pas besoin de chambre froide. Donc, il y a des tas de marchés qui s'ouvrent à nous, à commencer par le marché des rations militaires. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. À faire aussi les rations pour l'humanitaire, dans des conditions extrêmes, où en règle générale, il n'y a même pas de quoi conserver. Bien sûr. Donc, vous voyez qu'on arrive véritablement sur l'ouverture de faire enfin de la bonne cuisine dans des situations extrêmes. Parce que c'est bon, je vous le dis, très honnêtement, je vous l'aurais dit, François. Je sais, je vous connais. Vous me connaissez, j'ai la dent dure. Absolument. Surtout quand la viande est trop dure aussi. Non, là, c'est très fondant, c'est très bien. François, pour terminer sur le sujet... ça vous ouvre des perspectives, vous aussi.
justement sur ces nouveaux modes de conservation, etc. Allez, un mot pour dire, quels sont les plats qui n'ont pas été conservés à bord? Dans la dégustation initiale, il y avait quoi d'autre? Alors, on avait fait une crème de carotte à l'orange. Ouais. Qui était je préfère dans les crêpes Suzette. Un petit peu acide. Oui. Après, on avait fait une blanquette de veau. Ah, ouais, j'aurais bien aimé aussi, mais ça, c'est plus oui, goûteux, parce que c'était aussi un de mes plats préférés, mais ça, c'est beaucoup plus savoureux, beaucoup plus goûteux. Elle était bonne, la blanquette de veau. Et après, en dessert, on avait une tarte citron, dans l'esprit de citron. Ah bah voilà, peut-être que l'armée française les aura si la station spatiale les a pas eu. Il y avait aussi une une purée de fraises et rhubarbe, et la rhubarbe par contre n'a pas supporté la stérilisation. Ah non? Trop acide. Ah bah oui, oui, là ça a boosté. En tout cas, ça a été un super projet, et moi je voudrais vraiment remercier entre autres Alexis Frantz, Boris, enfin tout le COMEX, tous les gens de la direction de Servère qui ont suivi, le CODIR, tous les gens de Servère et les gens qui ont travaillé avec nous sur ce projet, tous les cuisiniers. Et je peux vous dire que quand je vais en cuisine, les gens sont fiers, sont heureux, ils en parlent. Et ça, c'est un bel encouragement. Donc bravo. François, avant de monter dans la station par l'esprit avec Thomas Pesquet, là, dans 4 jours, je voudrais qu'on passe un coup de fil à un ami. Parce que nous, on s'est connus dans d'autres circonstances, François Adamski. Exactement. Quand vous avez remporté le Bocuse d'Or. C'était en quelle année? Rappelez-moi. En 2001. Ah, j'étais très jeune à l'époque. Ouais, c'est ça. En 2001, vous avez été Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine au monde. Ce Bocuse d'Or, il a été reporté sans cesse cette année pour cause de Covid. Il est programmé fin septembre, la finale à Lyon, comme chaque fois à Lyon. Et on a en ligne le candidat français qui a remporté la place en finale. C'est David Tissot qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Salut David. Vous connaissez bien, vous êtes meilleur ouvrier de France tous les deux, chef cuisinier. Alors vous, David, vous travaillez pas loin de Lyon, dans la banlieue, la belle banlieue, du côté d'Écully. Et quand je dis Écully, les gens qui connaissent la cuisine savent ce que ça veut dire, c'est l'Institut Paul Bocuse. Oui, tout à fait. Oui. Donc ce matin, vous faites quoi d'ailleurs? Vous êtes à la manœuvre, vous êtes au boulot là? Ce matin, on est puisqu'on a reçu les thèmes, donc on est là au refuge, ce qu'on appelle nous le refuge. Ouais. C'est un centre qui a été mis un petit peu avec la Team France où. Donc vous entraînez ce matin pour le Bocuse d'Or? On s'entraîne. Alors là, pour l'instant, on est encore sur des recherches, des choses comme ça. On échange avec des pâtissiers, des cuisiniers. Enfin, il y a pas mal de chefs qui viennent. On fait des tests, des essais. Et puis après, vraiment, l'entraînement, on va dire, où on va rentrer dans le dur. Dans le vif du sujet, les recettes, etc. Oui. François, quand vous avez passé le Bocuse d'Or, ça se préparait combien de temps à l'avance? C'était 1 an à l'avance, parce qu'avant on avait les thèmes un petit peu plus en amont. Maintenant, c'est vrai que les thèmes sont donnés à un temps donné de façon à ce que tout le monde soit vraiment dans le même timing. Alors qu'avant, on était un des derniers pays à avoir le thème, mais oui, on avait beaucoup plus de temps. Oui, mais David, justement, une année comme celle-ci, quand on vient de passer, la date a été reportée 2 fois du concours, donc les saisons changent, donc les produits changent. On en est où? Alors on en est qu'on essaie, nous, quand justement ça a été reporté, on a travaillé, on va dire, des garnitures un petit peu génériques. Ouais. On a travaillé aussi des toute saison, quoi. Toute saison qui jouent sur les goûts, les couleurs. Donc on a une bonne base de travail. Voilà, aussi des choses qu'on aime. Après, on a de la chance là maintenant parce que c'est septembre, c'est aussi une belle période. Oui, bien sûr, c'est la fin de l'été. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à maturité, justement. Voilà. Et qu'est-ce que c'est le thème alors, justement? On peut le savoir? Oui, on a sur le thème plateau, on a un paleron de bœuf. D'accord. Voilà. D'accord. Avec 2 garnitures 100% végétales. Et puis on a aussi une garniture qui va être servie dans une cocotte, un ragoût où on doit mettre l'identité de notre pays dedans. D'accord. Voilà. Dites donc. Et à côté de ça, on a, pour être un petit peu dans l'air du temps, on a un plat qui va être takeaway. Voilà, bien on a sûr. une box sacrée. Ça veut dire que les jurés vont manger debout? C'est de la finger food? Non, ils vont manger assis, mais sur le principe... Sur le principe de la emporter, quoi. Ouais. Voilà, du emporter autour de la tomate. Voilà, génial. Génial. On a une entrée... Végétale, quoi. C'est ça, une entrée, un plat. Et la particularité aussi, c'est qu'on a un dessert cette année.
Voilà. Eh ben, dites donc, ça vous oblige à bosser sans arrêt, puis à revoir sans arrêt, parce que le fait qu'on ait annulé 2 fois, qu'on ait reporté, plutôt qu'annulé d'ailleurs, ça doit vous démotiver, il faut se remotiver à chaque fois, c'est compliqué, non? Non, moi je pars du principe que si ça doit être comme ça, c'est comme ça, et il faut prendre le positif, c'est-à-dire continuer à travailler, à apprendre, à aller voir d'autres choses, des choses nouvelles. Et ça, c'est s'inspirer en très permanence, quoi. C'est ça. Ça ne fait pas rester bloqué comme ça. Il y a des situations bien pires. Et, ça, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que tant qu'on a la santé. Exactement. David, écoutez, on vous souhaite vraiment de bien bosser. Je crois que votre François Adamski, qui vous connaît bien, qui s'est longtemps occupé de la team Bocuse d'Or, il vous soutient à fond, comme nous tous d'ailleurs, ici présents. Et puis on se retrouve en septembre, en espérant que cette fois-ci c'est la bonne, hein. Fin septembre à Lyon. La bonne. On espère, on est tous derrière toi en tout cas, David. Allez la France, allez David. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir ce dimanche matin pour cette cuisine des étoiles, du ciel et des étoiles. Eh bien, vous savez quoi? On va continuer la cuisine et s'occuper de la planète. Hein. On va redescendre sur Terre, s'occuper du climat. Cela dit, Thomas Pesquet aussi, il s'en occupe du climat. Il y a une autre façon de le faire. On voit ça tout de suite. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, retour au marché. Il est temps d'atterrir sur Terre. On délaisse Cerbère et les vols transatlantiques. On délaisse la station spatiale internationale. On ne s'occupe plus de ce que va manger Thomas Pesquet. On va s'occuper du bien-être de la planète avec une belle initiative qui s'est fait jour, un dîner pour le climat. Alors c'est vrai que pendant cette année Covid et les temps qui suivent, je dis cette année, ça y est, on a dépassé l'année, beaucoup d'initiatives de la part des restaurateurs, d'abord pour continuer à vivre, c'est un peu vivre et parfois même survivre, mais vite les bons réflexes reprennent le dessus et on est quand même, on a cette conscience écologique qui n'est jamais loin, surtout quand on est proche de ses producteurs et que l'on veut faire du bien à la planète en même temps qu'on fait du bien à sa clientèle. C'est pour ça que j'ai avec moi en ligne ce matin Julien Fouin. Bonjour Julien. Bonjour Vincent. Julien Fouin qui est restaurateur, multi-restaurateur je peux dire, un petit groupe de restauration à la capitale, à Paris. Et Lyon maintenant. Et Lyon, un peu Lyon aussi, oui, tout à fait. Alors, Julien Fouin, je vous ai demandé d'être là parce que ça m'a plu, moi, ce dîner pour le climat. Rien que le titre en dit long. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas que de ce qu'il y a dans l'assiette, on ne s'occupe pas que de ce qu'on se met dans le ventre, on s'occupe aussi d'être respectueux de notre environnement. Oui, bien sûr. Vous savez, on est à chaque fois qu'on cuisine à la maison pour nous, qu'on cuisine pour nos clients, on part des produits de la terre. Donc pour nous, ça a toujours été notre ADN. Ça a toujours été très très important pour nous de bien sourcer les produits, comme on dit, de savoir d'où ils viennent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est aller à la recherche, quoi. Faire son marché comme moi le dimanche, quoi. Grosso modo. Exactement, faire son marché, mais connaître simplement les produits qu'on utilise en cuisine, connaître les producteurs, savoir comment ils ont été produits, quelles sont les bonnes saisons. En fait, c'est l'essentiel parce que un bon produit, je dirais goûtu, quelque chose qu'on a envie de manger, c'est d'abord un produit qui a bien été cultivé quand il vient de la terre, ou qui a bien été pêché, ou qui a bien été transformé. Et ça, c'est essentiel. On a toujours fait très attention à ça. Et là, l'initiative, elle était en plus de dire que ça pouvait être bon pour soi, pour la santé, pour le goût, mais aussi pour la planète. Et on s'est dit qu'on allait nous relancer en ces périodes un petit peu compliquées nos restaurants et se donner une initiative avec une nouvelle société qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, qui en fait on va dire de l'agriculture régénératrice, enfin qui aide les entreprises et les agriculteurs à se convertir à une agriculture qui est régénératrice. Alors régénératrice, ça veut dire qu'elle capte plus de carbone qu'elle n'en émet et qu'elle préserve la biodiversité. Voilà. C'est un peu le super durable en matière d'agriculture, quoi. Exactement, non, c'est durable, c'est simplement durable, ça veut dire que c'est une agriculture qui est à la fois bonne pour la santé, bonne pour l'être humain, mais aussi bonne pour la planète. Elle
elle capte du carbone beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie d'une certaine manière. Et moi, j'aime bien cette approche un peu holistique, hein, c'est-à-dire au fond qu'on ne regarde pas simplement chaque détail, mais que l'ensemble de notre écologie, on en fait partie d'ailleurs, touche à tous ces points que vous détaillez. Bah oui, parce que très souvent, en fait, l'écologie en France, ou que ce soit l'écologie politique ou l'écologie, on la considère comme punitive, alors que nous, on la considère comme positive. Pour nous, elle n'est que positive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on produit bien, il y a des meilleurs revenus. Déjà, c'est ce qu'on essaie de démontrer avec notre initiative. Hein. Il y a des meilleurs revenus pour les agriculteurs, ils vivent mieux, c'est pas polluant pour la planète, c'est sain, on mange bien, c'est de bon goût. Donc, en fait, c'est que positif. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans cette initiative, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et alors, en plus, nous, on a essayé de pousser la chose jusqu'au bout, mais peut-être qu'on en parlera. Ah bah oui, on va en parler, on va détailler, on va voir quelle forme ça prend, hein, pour que chacun puisse se sentir partie prenante de cette aventure. Avant de détailler en quoi ces dîners sont différents, ces dîners, ces repas, j'ai une question à vous poser, parce que vous savez que cette émission, elle est toujours sous-tendue par l'actualité. L'actualité de cette semaine, c'est l'affaire des dîners clandestins. Vous êtes restaurateur, multi-restaurateur. Moi, je reconnais que je ne dénoncerai pas qui ont souvent fait des dîners derrière les rideaux fermés de leur restaurant. Quelle est votre réaction, vous, à tout cela ? Alors, tout dépend ce qu'on entend par dîner fermé. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des restaurateurs ou des gens qui aient envie à un moment de refaire un dîner à table et quelque chose comme ça. Maintenant, de là à se dire qu'on fait des fêtes et qu'on ouvre carrément les restaurants pour véritablement ouvrir les restaurants tels qu'ils étaient avant en fermant le rideau, je pense que c'est une grosse prise de risque. Je pense que c'est une prise de risque inutile. Déjà, c'est une prise de risque sanitaire, mais c'est aussi une prise de risque économique. On n'a pas toujours été aidé pendant le premier confinement. Je dirais, nous, en tant que restaurateurs, on en avait été un peu oubliés. Je dirais qu'à partir du deuxième confinement, il y a quand même eu, je trouve, moi, il faut le dire, en France, une aide assez importante, ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays. Bien sûr. Peut-être pas suffisante, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quand même eu une aide. Et je pense qu'il faut savoir le souligner et le mettre en valeur et qu'il faut être solidaire dans ces cas-là. Donc, oui, mais vous comprenez qu'on ne puisse pas être compréhensif comme vous l'êtes à l'égard des professionnels qui, en définitive, sont en contravention avec la loi et mettent en danger peut-être leur clientèle en ne respectant pas les mesures sanitaires, quoi. Tout à fait. Alors, en même temps, la clientèle, je dirais que celle qui vient, elle doit savoir à quoi elle s'expose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le restaurateur dans ces cas-là qui, je pense, est hors la loi. Je pense que les gens mais ceux qui vont croiser après, ils ne savent pas forcément qu'ils se sont exposés, justement. Hein, c'est tout le problème. Hein, on est bien. On fait attention pour les autres. On est bien d'accord. C'est tout le sujet, et c'est pour ça que je pense que la moindre des choses, c'est d'essayer de ne pas le faire. Maintenant, je veux pas juger parce qu'il y a peut-être des gens qui font aussi des dîners à la maison et qui veulent, Et mon but, c'est pas de donner des coups de bâton. C'est juste qu'il faut que tout le monde, si on veut s'en sortir le plus vite possible, il faudrait que tout le monde soit assez raisonnable. Je pense que c'est la meilleure des choses à dire. En tout cas, pour revenir à votre sujet, les dîners pour le climat, c'est évidemment de la vente à emporter. C'est de la livraison. Oui. Alors, c'est de la livraison, mais on essaye de dire que c'est une livraison vertueuse parce que, pour être tout à fait honnête, moi, dès le début de cette aventure, je dirais de mauvaise aventure avec le Covid, j'ai dit que nous, on faisait des restaurants pour la convivialité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime dans la restauration, c'est recevoir des gens chez nous, un peu comme à la maison. Donc, on aime bien que ça se passe à table, on aime bien le service, on aime bien la restauration. C'est pas juste manger, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est très important de le rappeler. L'expérience client, hein, comme on dit. Exactement. Le lieu, le service, tout ce qui va avec. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que ce métier ne comptera parce que nous, on n'est pas là que pour nourrir les gens. Et vous arrivez à transporter ça chez les gens ? Oui, on arrive à le transporter. Donc, nous, on a pris le pari de faire ça avec un service à vélo. Donc, tout est livré à vélo. Et en fait, nos chefs travaillent beaucoup pour essayer justement de faire des recettes qui soient facilement transposables. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit des recettes qui arrivent un peu sous forme de kit, qui soient très facilement réchauffables à la maison. Oui, parce que parfois, on peut bousiller entièrement la recette d'un chef à la réchauffe. Hein. Ça se voit souvent dans la livraison. Exactement, il faut que ça soit facilement réchauffable, il faut que s'il y a des jus, il faut que les jus soient bien conditionnés. Et nous, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de plastique, qu'il n'y ait que des emballages qui soient compostables, 100% compostables et recyclables. Donc, en fait, c'était toute une démarche de A à Z pour dire que non seulement, en fait, on essayait d'être vertueux dans ce qu'on allait produire, manger, mais aussi à la fois dans le transport et dans les emballages qu'on allait utiliser. Et vous avez raison de noter que c'est compliqué.
D'accord, excusez-moi, je vous interromps parce que le temps court. Un dîner pour le climat.fr pour en savoir plus. Vous êtes plusieurs dans cette initiative, hein, et notamment plusieurs chefs, plusieurs restaurants, regroupés un petit peu sous ce vocable. Oui, il y a plusieurs chefs. Il y a Juan qui est du restaurant Grand Cœur, le chef du restaurant Grand Cœur. Il y a Gianmarco qui est du restaurant Goguette à Paris. Et puis, mais tout ça à Paris, Eduardo. ou est-ce que on peut trouver un peu aussi des créations pour Non, l'instant là, à Paris? Pour l'instant, on a tout fait à Paris. C'est 3 restaurants qui se sont unis et tout est produit dans un restaurant. Et après, nous, on livre par contre Petite Couronne et tout Paris intramuros, à vélo. Et à vélo. Alors, il y a des gens qui peuvent venir chercher sur place s'ils ont envie de venir chercher sur place s'ils ne sont pas loin. Et sinon, on livre chez eux directement les gens avec un créneau horaire. Voilà. Et donc, je rappelle qu'il suffit d'aller sur le site undînerpourleclimat.fr. Hein, tout est expliqué. Voilà. Oui, tout est expliqué. Alors, on explique, il y a 3 types de menus. Hein. On a un menu pour les végétariens, on a un menu avec des protéines animales un petit peu, et puis on a un menu plus autour des produits de la mer. 3 types de menus différents, avec à chaque fois une entrée, un plat, un dessert, à partir de 35 €. Voilà. Bien sûr, on explique aussi sur le site quel type de produits on utilise et puis le soutien aux agriculteurs et quel type d'agriculture on soutient et quel type de produits on a envie de mettre en avant. Merci beaucoup Julien Fouin d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite un très bon dimanche. Si, comme vous, prendre soin de la planète et du climat pouvait calmer ce climat qui a encore fait des siennes cette semaine avec un épisode terrible de gel dans les vignobles et les cultures fruitières. D'ailleurs, on pense très fort à nos agriculteurs à travers tout le pays. On y reviendra dans l'émission. En attendant, mes amis, je sais ce qui vous manque par-dessus tout en temps de confinement, c'est la convivialité à table. Manger ensemble. Et en attendant le 15 mai annoncé comme possible réouverture de nos terrasses, on peut commander chez soi ou au bureau des plats à partager, comme le propose TipTok avec son fameux gang des cocottes. D'ailleurs, on accueille dimanche prochain Edoui Rousseau, le patron de TipTok, et quelques chefs de ce gang des cocottes, j'adore le nom, pour voir ce qu'ils nous mijotent dans leurs cocottes. Allez, je vous laisse immédiatement en compagnie de l'ami Jacques Pessis. On retrouvera les clés d'une vie avec, ce matin, William Lémergie, mon ex-patron à Télématin. Oh, William. Et après ça, rendez-vous avec Nathalie Schrengema, C'est ça la France, et sa mise en avant du savoir-faire français. Allez, bon dimanche à tous et cuisinez à la maison, hein. Oh bah si, quand même, le dimanche.